Fallait-il tuer Kadhafi? Poser la question, c'est induire la réponse et Jean Ping est bien placé pour la poser. Au moment des faits, il était président de la commission de l'Union africaine et à ce titre, il est intervenu comme médiateur entre Mouammar Kadhafi et l'Alliance Atlantique, l'OTAN. Aujourd'hui, il témoigne dans un livre. La mort de Kadhafi aurait-elle déstabilisé une grande partie de l'Afrique? Jean Ping est le grand témoin de votre 64 minutes. Merci d'être avec nous. Vous avez donc présidé la commission de l'Union africaine jusqu'en 2003. Vous êtes jusqu'en 2013. Vous êtes auteur de ce livre, Éclipse sur l'Afrique, fallait-il tuer Kadhafi? Un essai qui paraît aux éditions Michalon. Et puis on entendra un peu plus tard avec vous, Omar Ouaman, un témoignage. Vous êtes un reporter tout juste de retour de Libye. Vous travaillez chez nos confrères de France Culture. France Culture qui consacre demain, mercredi, une journée spéciale à la Libye. Jean Ping, vous avez donc été à la tête de l'Union africaine de 2008 à 2013. Pourquoi est-ce que vous ressentez aujourd'hui le besoin de revenir sur ces années? Bien, je crois que c'est important parce que le combat que l'Union africaine a mené, que l'Afrique a mené dans cette affaire a été complètement occulté. L'Afrique a été marginalisée et je crois qu'il est bon pour l'histoire de rétablir les faits et de faire en sorte que les enjeux à ce moment-là soient mieux perçus, mieux connus. Pour les Africains eux-mêmes d'abord, mais aussi pour nos partenaires de la communauté internationale. Vous avez joué un rôle clé, vous, dans ce conflit. Vous avez été un médiateur, je viens de le dire, entre l'Alliance Atlantique et le pouvoir en place à Tripoli, celui de Mouammar Kadhafi. Qu'est-ce qui a échoué? Bien, écoutez, c'était d'abord une médiation entre Tripoli et Benghazi. Une médiation entre le Conseil national de transition et le pouvoir de Kadhafi. Et, naturellement, avec l'Europe, l'OTAN, j'ai fait toutes les capitales. J'étais en Amérique, j'étais à Londres, j'ai été à Bruxelles, à Paris, à Rome, etc. pour plaider le plan de l'Union africaine, qui était un plan très clair. Pacifique. Pacifique. Il s'agissait tout simplement de démocratiser la Libye. L'objectif final était d'établir en Libye un système démocratique. Alors que pour l'OTAN et les autres, c'était de se débarrasser de 2 ou 3 hommes. Pendant que vous cherchiez à vous débarrasser de 2 ou 3 hommes, nous voulons changer tout un système. Et le plan de l'Union africaine était écrit. Il comprenait 5 points, 5 principaux points. Les 2 premiers avaient trait à l'action humanitaire et puis au problème de la protection des travailleurs immigrés africains qui, vous savez, ont particulièrement souffert à cette époque. Nous demandions à la communauté internationale d'aider les travailleurs africains à regagner leur pays. Mais la négociation qui était prévue avec 5 chefs d'État était entre Kadhafi et le Conseil national de la transition. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes rendus à Tripoli et à Benghazi. Nous devions nous rendre là-bas le jour même du bombardement de la Libye. Bien, comme je vous l'ai dit, j'ai reçu un message indiquant que vous ne pouvez pas vous rendre là-bas parce que les bombardements commencent demain. Bien, mais nous avons négocié avec l'OTAN un peu plus tard pour nous faciliter l'accès et à Tripoli et à Benghazi, ce que nous avons fait. Mais entre-temps, je me suis rendu partout avec notre feuille de route, qui était claire. Alors Jean Ping, quelles sont aujourd'hui les conséquences de cette opération militaire de l'Alliance Atlantique et du renversement de Mouammar Kadhafi? Je pense que c'est dramatique et les Occidentaux savent pertinemment que je crois qu'ils ont commis une erreur. Ce n'est pas comme ça qu'il fallait procéder. Et ils n'ont pas voulu nous suivre. Ils ont donc fait ce qu'ils avaient à faire et regardez la Libye aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que vous avez fait tout ça pour que votre ambassadeur américain soit tué, pour que votre ambassadeur français soit menacé d'être tué? Vous avez fait tout ça pour ça. Et vous avez déstabilisé non seulement la Libye, mais tout le Sahel. Tout ça pour ça. Omar Ouaman, vous qui êtes reporter de retour de Libye, près de 3 ans après la mort de Mouammar Kadhafi, vous acquiescez? Oui, c'est exactement la situation qui prévaut aujourd'hui en Libye. La Libye est devenue une immense armurerie à ciel ouvert. 20 millions d'armes qui circulent aujourd'hui dans ce pays, immense pays, mais qui est peu habité, 6 millions
de Libyens, avec effectivement cette réalité, elle est indéniable, l'insécurité galopante, assassinats quotidiens, attentats, notamment à Benghazi, à l'Est. On a une situation qui est extrêmement dangereuse. La Libye est en train d'imploser, risque effectivement d'exploser à la face de l'Occident. Elle a impacté, comme vous venez de le dire, M. Ping, le Mali. Le Niger est dans le collimateur. Les frontières sont poreuses. On sait que ce qui se passe aujourd'hui en Égypte avec la chasse aux frères musulmans, eh bien, aujourd'hui, la Libye est un refuge pour un certain nombre de groupes islamistes radicaux, notamment Ansar el-Sharia, qui contrôle déjà un certain nombre de villes en Libye, notamment la ville de Derna, qui est une ville aujourd'hui où les femmes n'ont pas le droit de conduire. Ça, c'est une réalité. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, vous, lorsque vous étiez en reportage en Libye? La première chose, lorsqu'on part en reportage en Libye, moi j'ai pris un avion de Paris pour Tunis et de Tunis pour Tripoli. L'avion, en arrivant sur Tunis, il a survolé ensuite la capitale tripolitaine, la Tripoli, puis il n'a pas atterri tout de suite. Donc nous avons fait demi-tour pour Tunis, nous sommes revenus quelques heures après, nous avons appris que plusieurs roquettes avaient touché l'aéroport. Ça, c'est une réalité. Ensuite, il y a une grande désillusion. On le sent dans les rues de Tripoli. Les gens disent justement les habitants de Tripoli. Jean Ping disait tout ça pour ça. Est-ce que ce sont des mots que vous entendez, vous? Les gens nous disent on est fatigué. On est fatigué parce que nous sommes obligés de nous armer. Tout le monde est armé aujourd'hui en Libye. Passé une certaine heure, à la tombée de la nuit, les gens rentrent à la maison. Les enlèvements, comme je disais, sont quotidiens. Du coup, il y a un sentiment d'insécurité. Du coup, personne ne se fait confiance aujourd'hui en Libye. Il y a une grosse défiance, notamment à l'endroit des politiques. Il faut savoir que le Parlement libyen est peu crédible aux yeux des Libyens, qui d'ailleurs, récemment, ils ont voté pour élire cette commission chargée de rédiger la Constitution. C'était le 20 février dernier. Eh bien, il n'était que 400 000 à être allés voter. C'est 15% de la population. C'est rien par rapport à cette population qui a voulu, qui a lutté pour la démocratie, pour pouvoir voter. Alors, on pourra voir vos reportages et les écouter en tous les cas demain sur France Culture, notre partenaire, tout au long de la journée. Journée spéciale sur France Culture, notre partenaire. Signalons aussi que le Premier ministre Ali Zaïdan a été destitué récemment. Il serait actuellement en Allemagne. Jean Ping vous pose aussi une question essentielle dans ce livre, là aussi qui a disparu des écrans radars et des médias. Combien de morts sous Kadhafi, dites-vous? Combien de morts sous l'OTAN? Oui, parce que sous Kadhafi, d'après Amnesty, à ce moment-là, il y avait 300 morts. Et aujourd'hui, on estime à au moins 50 000 morts. 300 morts, vous voulez dire depuis le début du soulèvement, pas depuis que Muammar Kadhafi dirige la Libye, hein? Non, nous parlons du soulèvement de Benghazi. On est bien d'accord, voilà. 300 morts, et on estime à 50 000 le nombre de victimes des bombardements d'OTAN. Alors, voyez-vous, la Syrie est à 150 000 morts. Pourquoi on applique deux stratégies différentes? Parce qu'ils ont compris qu'ils avaient tort. Et le plan que Brahimi applique pour la Syrie est pratiquement la feuille de route exactement la même que celle que nous avons préconisée. Bien sûr, une petite différence parce que nous préconisions une transition consensuelle. C'est-à-dire que Kadhafi n'allait pas faire partie de cette transition consensuelle en vue d'élaborer une constitution et de passer à un régime démocratique. La constitution, on n'en est pas encore là, 3 ans après. Mais comment est-ce que vous expliquez alors cette intervention militaire de la France notamment, de la Grande-Bretagne? Bien, je crois qu'il faudrait beaucoup plus poser la question à ceux qui ont décidé d'intervenir. Mais il était clair pour nous, dès le départ, dès le samedi 19 mars, au sommet qui s'est réuni à Paris, sans nous, un sommet, que la décision d'éliminer Kadhafi était prise. Le reste, c'était l'application de cette décision. Mais je pense qu'on n'a pas bien analysé les conséquences. Pourtant, nous avons tiré la sonnette d'alarme que le Mali, les dégâts collatéraux affecteront le Mali, le Niger et peut-être même le Tchad et tout le Sahara. Alors, il y a eu depuis l'intervention militaire française au Mali, également en Centrafrique, où le conflit dure toujours. Quel est votre message aujourd'hui aux instances internationales comme l'ONU? Est-ce que vous appelez à un plus grand respect des instances africaines, à une discussion d'égal à égal, à des négociations d'égal à égal, et pas à recourir systématiquement à l'armement? C'est ça le propos de votre livre? Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on ne résout pas
les conflits en Afrique ou ailleurs uniquement par des bombardements. Les bombardements peuvent être nécessaires, mais ce n'est pas la solution du tout sécuritaire qui résout les problèmes ici et là. Bien sûr, on dit il ne faut recourir qu'à cette arme-là lorsque toutes les autres voies auront été épuisées. On n'a rien tenté en Libye avant. On a décidé de bombarder. On n'a pas tenu compte des avertissements que nous donnions, des risques qui étaient évidents pour tout le monde. On n'a pas tenu compte, on a décidé simplement de bombarder, et la conséquence est là. Et le fait même qu'en Syrie, ça ne se passe pas comme ça, prouve que nous avions raison. Alors Omar Ouaman, on fait souvent de la Libye, et vous l'avez d'ailleurs dit, le foyer qui déstabilise toute la région. Quelle est, selon vous, la solution? Quelles sont aujourd'hui les possibilités pour que la Libye se remette sur pied? Vous êtes allé sur le terrain, est-ce qu'il y a une société civile? Est-ce qu'il y a des forces vives? Il y a une société civile, il y a des forces vives. La difficulté aujourd'hui qu'affrontent les Libyens et ce pays, c'est finalement on l'a aidé à chasser un tyran. C'était un tyran, Mouammar Kadhafi, mais on ne l'a pas aidé à construire sa démocratie. Et c'est ce que disent les Libyens. Les Libyens disent aidez-nous à construire. On ne sait pas. On a vécu pendant 42 ans sous une dictature. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes seuls face à des difficultés. Il n'y a pas de justice aujourd'hui. C'est une réalité. Il n'y a pas de ministre de l'Intérieur. Il y a un Premier ministre par intérim. Je veux dire, il y a une vacance du pouvoir. On disait aussi que les Libyens ne profitaient pas des ressources et que le clan Kadhafi s'accaparait les richesses. Aujourd'hui, est-ce que ça a changé ou est-ce que vous diriez qu'au contraire, elles échappent encore aux Libyens? La disparition de Kadhafi a ouvert la boîte de Pandore. Aujourd'hui, nous avons plusieurs régions, dont une qui est déjà quasiment autonome, la région de la Cyrénaïque, qui contrôle les terminaux pétroliers, ce qui fait perdre à la Libye plus de 14 milliards de dollars. En bloquant ces terminaux pétroliers, puisque Ibrahim Gédran, qui est l'homme fort de la Cyrénaïque, réclame que l'on revienne à la loi de 1958 qui attribuait à l'époque 15% des revenus pétroliers à la région qui tirait donc ce pétrole. Les Berbères également, à l'ouest, eux, réclament la reconnaissance de leur culture, la reconnaissance de leur identité, et sont sur le point aussi de proclamer leur autonomie. Donc nous sommes dans une situation dans Jebel Nefoussa notamment, oui. Voilà, où la Libye est en train d'éclater, de se diviser. Alors je crois que peut-être que notre ami n'a pas parlé du faisan. Parce que le faisan aussi... On en a déjà parlé aussi, oui. On avait analysé, décrypté avec notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Jean Ping, votre avenir, comment se dessine-t-il? Est-ce que vous aspirez encore à des hautes responsabilités? Vous êtes gabonais. Vous avez récemment quitté, si je ne m'abuse, le parti au pouvoir. Il se murmure que vous envisageriez de vous présenter à la présidentielle face à Ali Bongo en 2016. Un scoop ce soir sur TV5 Monde? Non, tout ce que je peux vous dire, c'est que je fais partie de l'opposition. D'accord. Que le régime actuel est un régime honni et que nous allons le combattre. Maintenant, les questions d'élection présidentielle, c'est en 2016 et je crois qu'il est trop tôt de vous déclarer, de vous dire quelque chose à ce sujet. Ce qui est certain, c'est que je serai en face de lui. Jean Ping, ancien président de la Commission de l'Union africaine, merci à vous d'avoir été le grand témoin de 64 minutes. Merci à vous Omar Ouaman. Demain, on suivra donc vos reportages sur France Culture. Journée spéciale consacrée à la Libye. Merci pour votre témoignage. Donc vous qui êtes de retour de Libye, merci à tous les deux.